Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de notre émission. Mes trois invités sont restés avec moi. Maître Brice Nzamba du barreau de Paris, Vivien Manangou, juriste, enseignant le droit à l'Université de La Rochelle en France, et Jean-Bernard Biquet, analyste stratégiste. Merci à vous. Nous étions dans la deuxième partie de notre émission en train d'aborder la question: pouvons-nous organiser nous-mêmes les élections en Afrique, les financer de façon totale, de façon complète? Si oui, quel mode d'élection adopter? Faut-il adopter le même mode que celui que nous adoptons depuis les années 90? La question était posée. Vivien Manangou, votre avis sur cette question-là? Alors, pour ma part, je pense que nous ne copions pas exactement ce qui se fait en Occident. Pour une raison très simple, les commissions électorales indépendantes n'existent pas en Occident. Ça n'existe pas. Vous verrez dans aucun pays occidental où il existe une commission électorale indépendante. C'est le ministère de l'Intérieur. C'est le ministère de l'Intérieur qui organise ces élections. C'est la méfiance qui nous fait organiser, justement. Justement, c'est un tropisme. C'est-à-dire que nous avons inventé quelque chose. Oui. Heureusement d'ailleurs. Heureusement, d'ailleurs, ça c'est 90, ça. Hein, c'est 90. Nous avons inventé quelque chose pour adapter la réalité du continent au contexte électoral. Donc nous avons des commissions électorales indépendantes. Quoique, bon. Donc c'est pas exactement la même chose. Pour ce qui est du financement... S'il vous plaît. Pour ce qui est du financement, il faut... Et là, je crois que le problème que nous avons en Afrique, c'est l'absence d'État. On verra souvent que l'État va exister à 6 mois avant l'élection. C'est-à-dire que le recensement va se faire 1 an avant l'élection, il faut faire le recensement. Mais le recensement, vous ne le faites pas simplement parce qu'il y a une élection. Faites vos recensements en temps normal, quand vous devez le faire tous les 5 ans. À ce moment-là... Non, mais tous les pays ne font pas le recensement à 6 mois des élections. Mais beaucoup de pays, quand même. On ne va pas caricaturer. Il y en a quand même beaucoup. Il y en a quand même beaucoup. C'est-à-dire que je peux vous faire la liste. Bon, il faut suivre le regard. Hein. Il y en a quand même beaucoup. Il y en a quand même beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que l'absence des États, des vrais États organisés, conduit à un financement outrancier des élections. En dehors de ça, aujourd'hui, l'élection demeure le meilleur moyen, le moyen le plus consensuel pour désigner les gouvernants. Il n'y en a pas un autre, ça n'a pas été inventé. Alors nous n'allons pas inventer quelque chose d'extraordinaire sous prétexte que les autres font comme ça. Je vous rappelle que dans les années 80, il n'y avait pas d'élection. Où? En Afrique. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je vous rappelle. Il y avait d'élections quand même. Quasiment pas. À la stalinienne. Oui, ou quasiment pas. Il y avait un seul parti. Le président était le candidat et donc tout le monde allait voter. Bon, en démocratie, une élection est concurrentielle. Lorsqu'elle n'est pas concurrentielle, ce n'est pas la démocratie. Donc, à ce moment-là, est-ce que le continent se portait mieux? Non, c'était pire. Donc, continuons avec l'élection à condition. Il faut garder le mode actuel. Il faut garder le mode actuel, mais faisons en sorte d'intégrer l'organisation des élections en amont. Brice Nzamba. Oui, écoutez, oui, mais s'il vous plaît, débattez-nous du moins et donnez-nous votre avis sur cet aspect pratique des choses. Ceux qui pensent que nous avons tout à perdre à transposer le modèle occidental disent d'abord que le modèle occidental est tout sauf démocratique, parce que miné par l'argent, ce n'est pas n'importe qui est candidat, il faut avoir l'argent pour être candidat. Et que ce n'est pas démocratique. En Afrique, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être multimillionnaire. Hein. Si vous n'êtes pas multimillionnaire, vous n'êtes pas candidat. Alors que vous avez des gens, ne serait-ce qu'au plan local, au plan des élections locales, qui ont la compétence, la sagesse, la reconnaissance sociale pour gérer la communauté, mais qui ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour être candidat, pour faire campagne. Oui, mais écoutez, moi, je pense que cette question est intéressante. Voilà. Et cette question est intéressante, pourquoi? Parce que le processus ou le mode électoral d'un pays est le résultat, à la vérité, de son évolution sociologique et de sa propre histoire interne qui crée donc, par rapport à la réalité, le mode de répartition du pouvoir. Bon, ça c'est un peu on ne va pas faire de la sociologie politique de base. Voilà, parce qu'il y a aussi un problème anthropomorphique. Il faut savoir que pour l'Occident, depuis qu'on a inventé l'individu, la démocratie libérale, c'est un homme, une voix. Oui. Or, il faut savoir que chez nous, on est encore dans un mode de pensée tribale. C'est-à-dire que chez nous, penser librement et individuellement, c'est encore en cours de construction. Il faut penser selon ce que le leader de la tribu pense pour se sentir bien. Donc, c'est des questionnements. Non, moi, je ne suis pas là pour dire que c'est bien ou mal. J'analyse. C'est-à-dire que, à partir du moment où on a affaire
à une population qui est dans un mode avancé, quoique il y a un travail qui est fait pour sortir de ces modes de pensée, où il y a plutôt un mimétisme tribal, où il y a plutôt des allégeances tribales. Est-ce qu'il est efficace, est-ce qu'il serait efficace de penser à un mode d'élection d'un homme, une voix, pour des personnes qui se pensent un homme, une tribu? Voilà, donc ça, c'est des questionnements dont il est important d'approfondir. Mais je ne dis pas qu'il faut voter, parce que si on va plus loin, on dirait que dans un pays à plusieurs tribus, il y a une tribu, une voix, par exemple. Si je vais plus loin dans cette analyse-là. Mais je ne dis pas qu'il faut aller plus loin. C'est juste pour le plaisir de discuter et d'essayer d'aller sur des sentiers qui feraient peur aujourd'hui. Voilà. Et c'est juste pour dire que quand nous transposons les modèles, il faut savoir qu'en Occident, l'individu est devenu individu par la suite. Avant, c'est un travail lié avec le christianisme, la philosophie, qui a fait que l'individu est devenu individu. Alors chez nous, nous sommes d'abord des êtres qui existent et vont par la tribu. Donc il faut un travail d'éducation pour faire de nous des individus. À partir de là, le modèle qu'on a transposé devient une réalité vécue. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une phase de transition où on est en train de sortir de l'être tribal pour aller dans l'être individuel, mais ce n'est pas encore parfait et complet. On est dans une phase où c'est un peu bâtard. C'est un peu bâtard. Vous dites que ce n'est pas encore parfait. C'est pas parfait. Comme si c'était l'idéal, comme si c'était la finalité. Alors non, mais je pense que la réalité elle-même va générer ce qu'il nous faut. D'ailleurs, mon compatriote l'a dit avec les commissions nationales indépendantes, c'est la réalité qu'il a générée. Et je pense que pour l'élite africaine, il faut plutôt être sensible à la réalité anthropomorphique des nôtres. C'est-à-dire qu'il faut faire un travail d'éducation pour que déjà on sache que la démocratie ne peut pas fonctionner dans une société qui fonctionne encore comme dans l'ère tribale. Et pour finir, je dirais que par exemple chez nous au Congo, il y a un éminent intellectuel qui a dit que ce serait peut-être intéressant pour les chefs d'État de prêter serment sur le Nzobi. Le Nzobi, c'est une sorte de fétiche redoutable de chez nous. En disant que si les chefs d'État prêtaient serment sur du fétiche, il ne faut pas attaquer les Batéki avec le Nzobi, attention. Voilà, peut-être qu'il y aura plus d'effets dans le respect de la parole donnée. C'est-à-dire qu'il y a une question, et là c'est la sociologie juridique, c'est-à-dire que comment est généré le lien juridique. La réadaptation des normes exogènes dans notre pays. Sauf que les analystes, ceux qui se penchent sur ces questions-là, pensent que l'argent a remplacé la tribu. Aujourd'hui, siègent au Parlement des gens extrêmement mais c'est la démocratie libérale. Mais c'est la démocratie libérale. Dans le cas de la démocratie libérale, qui n'ont rien à voir avec la majorité qui représente. Exactement. Tout simplement parce que le mot de désignation est biaisé. Mais c'est la majorité qui ce sont les travers du système représentatif. Ce sont les travers du système représentatif que l'on peut corriger. Il y a par exemple ici, en France, une loi sur le financement des partis politiques. Pourquoi on arrive à cette loi? Parce qu'il y a eu des travers sur le système. Et on peut. Et savez-vous que dans les pays africains, moi je ne connais pas un seul pays, peut-être que je me trompe, mais je ne connais pas un seul pays, où il y a une loi qui limite, par exemple, les frais de dépenses lors des campagnes. Oui, je crois que ça a été adopté. Sauf qu'en amont, la caution, c'est 10 millions dans certains pays. Mais bien 15 sûr, millions, 20 millions. Bien sûr. Vous avez des gens compétents, mais qui n'ont pas 10 millions de caution à payer. Et qui sont aimés, qui sont populaires, mais qui n'ont pas. Oui, mais on l'utilise. C'est une technique d'exclusion. C'est une technique d'exclusion. Légal. Nous sommes par exemple passés au Congo, élection présidentielle, de 5 millions à 25 millions. 25 millions. 5 millions à 25 millions. Donc, dans la logique, c'est de comment voulez-vous... Jean-Bernard Bekim, c'est ça la question essentielle qui est posée. Comment voulez-vous que des multimillionnaires soient représentatifs de la majorité? Ils peuvent l'être. Mais pourquoi pas? Ils peuvent l'être. Ils peuvent l'être. Ne faites pas le meilleur champ de base. Pour représenter le pauvre, faut-il être pauvre? Faut-il être pauvre? Si l'on regarde... Ah non. Sinon, vous ne savez pas le quotidien de celui que vous représentez à l'Assemblée nationale. Vous ne connaissez pas ces problèmes. Si l'on regarde l'avènement de la démocratie en grec, qu'est-ce qu'on voit? Non, Jean-Bernard Bekim. Je ferme la parenthèse. On voit des citoyens qui se réunissent, qui sont tirés au sort, Absolument. Pour participer à la direction moi, et à la gestion pas mon destin de la cité qui a été tiré au sort. Et c'est surtout que ça se faisait, ils étaient 50 à l'époque. C'est pas 10 millions. Alors, je veux prendre en défaut Brice qui se trompe sur la notion de tribu. Aujourd'hui, la notion de tribu, on la retrouve dans quoi? Dans le numérique. Facebook, LinkedIn,
Twitter, WhatsApp, c'est la tribu aujourd'hui. La tribu numérique, que tu le veuilles ou non. La question de fond, la question de fond qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est comment permettre à ceux qui ont des capacités, à ceux qui aspirent à diriger des pays, de pouvoir concourir dans des conditions équitable. C'est essentiel. C'est la question de fond. On est d'accord sur la réalité et non pas en se mettant la tête. Pour ces gens-là, il faudrait que les gens comme toi, comme moi, comme mon collègue en face, qui avons des compétences, des expertises, que nous acceptions de consacrer du temps pour participer aux organisations. Je prends en cas très très simple. Obama, quand Obama décide de se lancer, il n'a pas un sou. Oui. Pas un sou, ça c'est la légende. Entre guillemets. Elle est toujours urbaine. Entre guillemets. Il a une lutte, c'est faire basculer le cartel systémique financier vers lui et non vers Clinton. Oui, mais bon. Et d'autre part, il a fallu qu'il amorce lui-même la pompe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une plateforme. Oui, mais ça a généré de millions. Oui, il faut être quand même réaliste. Aujourd'hui, pour finir, en Afrique, on va revenir très clairement. En Afrique, c'est vrai. Je termine. Oui, s'il vous plaît, très rapidement. En Afrique, aujourd'hui, ça n'est pas une question d'argent. C'est une question, de pression. Aujourd'hui, le mec qui veut se présenter à la présidentielle, il a intérêt à créer un rapport de force au moins 2 ans avant l'élection. En Afrique, dites-vous? Oui, pour qu'il puisse y aller. Je dirais partout. S'il n'arrive pas à créer... S'il n'arrive pas à créer ce rapport de force populaire, alors son cheminement est tué dans l'œuf. D'accord. Très rapidement, on revient au cas concret dont nous parlions dans les 2 premières parties de notre émission, c'est-à-dire le cas kényan, l'élection, la présidentielle invalidée le 1er septembre dernier, a été initialement programmée pour le 17 octobre, mais c'est à nouveau reporté pour le 26 octobre. On nous apprend que c'est possible que ça ne tienne pas le 26 octobre. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement? On voit qu'ils sont embourbés dans des querelles liées aux tentatives de piratage informatique. Finalement, le vote électronique n'est pas la panacée qu'on pensait. Mais non, mais on le savait déjà. C'est pas une nouveauté. On a vu l'élection de Bush aux États-Unis avec Al Gore. On le savait, ça. C'est pas une nouveauté. Enfin, ça surprend que ça. On l'a vu ça aussi. Oui, on l'a vu en Côte d'Ivoire. Les primaires chez les Républicains. Oui, les primaires entre Sarkozy et voilà. Entre Fillon et Copé. Donc si le faire manuellement, ça ne marche pas, le faire électroniquement, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à le faire. Il faut quand même continuer à le faire. C'est une très, très, très bonne conclusion. Effectivement, il faut continuer à le faire. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps. Mais je vous laisse 2 secondes pour finir très rapidement votre propos. Simplement, pour revenir sur le Kenya, pour dire simplement que je pense qu'il y a une volonté de saboter la décision de la Cour suprême, une décision inattendue, ce qui explique la difficulté. Sachant quand même que la Cour suprême au Kenya, c'est la plus haute juridiction, et ça veut dire que ces décisions sont insusceptibles de recours, et donc la période électorale, normalement, l'élection doit se passer avant le 31 octobre. C'est la Constitution. Tout à fait. Au-delà de ça, on rentre dans une autre période, dans une autre affaire. Ce sera peut-être le fameux glissement, comme on est un autre concept. Donc là, je crois qu'il y a une volonté du pouvoir par les organes. Le président sortant a déjà dit qu'il ne toucherait rien au niveau de la commission électorale. Sachant quand même que la Cour suprême a clairement pointé la responsabilité de cette commission électorale. Donc là, il y a quand même une mauvaise foi. Et c'est dommage parce que c'est la pratique qui tue le droit et non pas les tests. Écoutez, en tout cas, des études sérieuses nous laissent aujourd'hui espérer que le système va s'améliorer sur le continent. Avant de conclure cette émission, je voudrais lire ici 2 petites citations de Vincent Darac et Victor Mayani sur la question « L'histoire de l'implantation du suffrage universel en France sous la 2e et la 3e République a été une histoire de fraude où bourrage d'une, vote collectif et coercition étaient largement répandus. Bien sûr. C'est la réponse
répétition des élections durant plusieurs décennies qui a permis aux citoyens européens de se familiariser avec les procédures électorales et de développer une nouvelle culture politique. Les évolutions observées sur le continent africain au cours des 2 dernières décennies sont substantielles. Les morts qui votaient à Paris, chez Tibéri, merci. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau mais à Évry, de Paris. À Évry, il y a des morts qui ont voté pour Valls. Vous êtes juriste. Et chez Tibéri, les morts votaient. Hein. À Évry, il y a des morts qui ont voté pour Valls. Merci. Merci à vous trois. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Et les morts votaient Tibéri. Ah oui.